je commence, même si je le prends sur mon temps, comme ça je le démarre. Hein. Mais je voudrais d'abord remercier notre bon droit pour l'organisation de cette conférence. Je pense, parce que je vois que certains opinent du chef, que je parle en notre nom à tous. Je remercie aussi Jacques pour la coordination et merci pour leur confiance. Je vais commencer par mes défauts, je parle vite. Donc vous n'hésitez pas à me le faire ressentir si ça devait être le cas. Et je vais parler de droit, deuxième défaut. Vous l'avez entendu. Ce qui est autrement moins sexy que ce que vient de vous dire Jacques pendant son temps de parole. Moins sexy certes, mais nécessaire aussi. Parce que, à titre personnel, j'ai cette profonde conviction que le droit est aussi un cadre dans ce que l'on fait et dans ce que l'on dit. Et c'est ce cadre qui est souvent nécessaire à comprendre jusqu'où on peut aller. Et jusqu'où est-ce qu'on peut, le cas échéant ici, s'exprimer librement, dire non à un vaccin librement. Et en tout cas, agir sans être en contravention. Et donc c'est ce cadre que je vais poser avec vous. Ce cadre, l'idée étant, en posant ce cadre, de permettre ensuite à Jacques de vous parler de la protection des données à caractère personnel de manière spécifique et de permettre aux deux Audrey de faire le point avec vous sur l'ensemble des recours qu'elles ont pu suivre. Hein. Donc vous allez voir, vous allez avoir un côté un peu théorique avec moi et puis beaucoup plus pratique avec elles. Est-ce que le son est bon ? Est-ce que le... Oui, super, merci. Alors, donc, liberté fondamentale, état d'exception, état de droit. Parce que, de fait, ce que l'on a vécu ces dernières années, depuis la Covid, c'est un état d'exception a priori, et on va voir à quel point. Dès lors, il me semblait nécessaire de un tout petit peu cadrer les notions, on est d'accord, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Mais également, de voir avec vous si il est possible d'apporter une restriction à nos droits fondamentaux, et enfin, justement, voir comment est-ce qu'à l'ère du numérique, parce qu'on parle de la protection des données, mais c'est essentiellement l'ère du numérique, eh bien, ces droits fondamentaux sont mis à contribution, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, quelques notions. C'est quoi l'état de droit d'après vous? Est-ce que la Belgique est un état de droit d'après vous? Si je vous demande de lever la main dans le public, et vous n'êtes pas filmé. Ah, voilà. Alors, je n'ai pas dit est-ce que la Belgique en période Covid était un état de droit, j'ai demandé si la Belgique était un état de droit par principe. Donc, un état de droit, c'est en effet un état dans lequel on va respecter trois grands piliers. Le premier d'entre eux, c'est la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'en Belgique, on a la Constitution qui est la norme la plus importante, en deçà de laquelle viennent les lois, décrets, ordonnances, en deçà desquelles le pouvoir exécutif est amené par délégation de pouvoir à prendre des arrêtés, gouvernement ou les arrêtés royaux, hein, voilà, et en deçà desquels éventuellement on a des circulaires ou d'autres actes normatifs, éventuellement à portée générale ou individuelle, mais je ne rentre pas dans le détail. Et cette hiérarchie des normes, elle est aussi aujourd'hui une hiérarchie des normes par rapport au droit supranational. Hein, je vois ici Vinciane qui fait pas mal de droit international, qui est une consoeur. Eh bien, le droit belge doit aussi respecter le droit européen. Comme la Belgique doit respecter ses engagements à l'échelle internationale. Je vous donne un exemple. Les engagements de la Belgique dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Eh bien oui, donc cette hiérarchie des normes doit être respectée. Je ne vous fais pas voter sur le fait est-ce que la Belgique respecte ça. Les avis seraient mitigés et vous n'auriez pas tort. Ensuite, c'est aussi l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Cette hiérarchie des normes, cette loi, nous sommes tous égaux devant cette loi. Et ça, c'est un principe de base de l'état de droit. Et enfin, c'est la séparation des pouvoirs. Et il y a un vrai constat à poser, hein. 3 ans après la crise sanitaire, est-ce que cette séparation des pouvoirs est toujours bien mise en œuvre en Belgique? Dans quelle mesure? Et est-ce qu'elle est effective? Il y a une question qui se pose, c'est cette effectivité. Hein. J'ai encore récemment, alors j'ai vu Audrey sortir, on a encore récemment avec les deux Audrey eu l'occasion d'être dans un dossier commun dans lequel, de manière assez amusante, on avait l'arrêté d'exécution qui était publié avant la loi. On s'est un peu amusé. On s'est dit, c'est un petit peu quand même présumer le vote du législateur, monsieur le ministre.
Et pour cause, il avait raison, hein. La loi, il a eu sa loi. Donc, voilà, de temps en temps, la séparation de pouvoir a un côté un tout petit peu, on va dire, suranné, comme notion. Mais c'est aussi, et c'est ce dont certains magistrats se plaignent en termes d'effectivité, c'est les moyens qu'on met dans la justice. Hein. Pour avoir une justice efficace, il faut aussi y mettre des moyens. Et on a quand même, il faut le constater, un ordre judiciaire qui est quand même surchargé. Et souvent, vous avez cette impression en tant que justiciable, la justice c'est long, la justice c'est difficile. Eh bien, ça c'est des sentiments que nous on ressent aussi au quotidien. Donc, a priori, on va dire que la Belgique est par principe un état de droit. À côté de ça, on a l'état d'exception, il n'y a pas de définition en droit belge. D'ailleurs, on verra que la constitution belge n'est pas une constitution d'exception. Mais l'état d'urgence, qu'est-ce que c'est alors? L'état d'urgence, c'est la situation, c'est le régime d'exception que l'on va mettre en place, un régime juridique d'exception que l'on va mettre en place dans des situations d'urgence. Et pour cause, on en a connu quand même plusieurs en Belgique, et l'une des premières en 1916, où on s'est dit on va devoir gérer l'État sans pouvoir législatif, on va devoir mettre en place un système de gestion par ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux pour permettre au pouvoir exécutif de continuer à gérer cet État. Et donc l'état d'urgence, on le reconnaît en Belgique. Mais c'est essentiellement l'état de siège, l'état de guerre, les situations d'urgence, alors sanitaires, demain climatique. Quand je dis demain, j'aurais dû dire hier, ce qui s'est passé à Liège, c'était une mini-situation d'urgence. Hein. C'était il y a 2 étés. Et la guerre en Ukraine, on y est encore. Ce qui est assez amusant, c'est que même si on ne dit pas à quel point ça doit être long cet état d'exception, et aucune disposition légale nous dit l'état d'exception, c'est 2 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, rien. Ce que moi je constate personnellement, je ne sais pas si vous êtes d'avis, c'est qu'aujourd'hui, cet état d'exception, cet état d'urgence perdure. La difficulté, elle est là. Et que dans ce temps qui perdure, on attrape des habitudes. Tant quand on est l'un des pouvoirs en place, que quand on est un citoyen, on s'habitue. Vous savez, l'autorité de protection des données disait, et Jacques vous en parlera beaucoup mieux que moi, il disait qu'attention à la surveillance massive et constante, ça crée exactement, ça crée une habitude, on s'habitue à la surveillance, ça crée même une dépendance, on finit par se rassurer d'être tout le temps surveillé. Mais donc, quand on apprend et qu'on accepte certaines choses, c'est la nature de l'homme. On est fait comme ça. Nous sommes des êtres de conditionnement. Nous sommes conditionnés. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On finit par accepter ce que l'on vit comme étant la norme. Et quand ça perdure, ça devient de plus en plus compliqué de revenir en arrière. Et donc, 3 ans après, j'ai envie de vous dire, on est passé de Covid à crise climatique Liège, la guerre en Ukraine. Voilà. Et demain, quoi? Et avant Covid, on avait terrorisme, souvenez-vous? Voilà, donc ça fait quand même un petit temps qu'on y vit dans l'exception. Alors, nos libertés fondamentales dans ce cadre. Qu'est-ce qu'on doit entendre quand on parle de liberté fondamentale? On va parler de l'ensemble de nos droits qui sont propres à l'individu. Ça va? J'ai pas dit à l'homme, c'est mon côté un petit peu féministe et je le revendique. Mais donc c'est propre à l'individu, l'homme avec un grand H si vous voulez. Et ce sont des droits qui sont universels, c'est-à-dire peu importe d'où l'on vient, peu importe notre sexe, peu importe notre âge, ce sont nos droits qui nous viennent, qui nous sont propres en tant qu'individus et qui sont inaliénables. On peut se pendre, qu'on ne les vendra pas. Ça va? Donc, ce sont des droits qui sont donc considérés comme étant un ensemble de valeurs supérieures qui vont pouvoir installer, établir, eh bien, la dignité humaine, qui vont pouvoir permettre de mettre en œuvre toutes nos libertés. Et elles sont établies à l'échelle internationale, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais si je vous demande quels étaient les premiers instruments qui, on va dire au temps moderne, mettent en œuvre les droits fondamentaux, est-ce que vous avez une idée? Le premier instrument, on va dire à l'époque contemporaine, qui déploie les droits fondamentaux en Europe, c'est l'ONU? Ah, pas l'ONU. Ouais, monsieur n'a pas tort, c'est la... C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, messieurs, dames. Donc c'est pas une notion tout à fait récente. Et encore avant ça, alors je suis assez fière de le dire parce que je suis d'origine perse, hein, si vous le savez, vous ne le savez pas,
Vous allez voir, pendant que je vais parler, vous allez connaître toute ma vie. C'est Cyrus le premier à avoir établi, semble-t-il, des premiers droits fondamentaux au moment de l'envolée de l'Empire perse. Et justement, le premier droit qu'il consacre, et qui est tout nouveau à l'époque, c'était la liberté de confession et de religion, donc de croire. Voilà. Donc, je reviens ici à la liberté fondamentale. Et donc, aujourd'hui, on parle de liberté fondamentale et on dit qu'on a plusieurs générations de droits fondamentaux et nous serions à la 4e génération, avec non seulement un effet vertical, c'est-à-dire les États doivent s'obliger à garantir nos droits, mais un effet horizontal. Entre nous, nous pouvons opposer la violation de nos droits les uns aux autres. D'accord ? Et donc, si vous considérez que vos droits ne sont pas respectés par un médecin, bien, vous pouvez faire valoir votre droit. Par l'État, vous pouvez faire valoir votre droit. On parlera alors de droits civils, culturels, économiques, politiques, sociaux. Ils sont tous au même niveau, a priori. Il n'y a pas de hiérarchie, et c'est tout le problème d'ailleurs. J'aime bien cette phrase du professeur Sudre qui dit que ce sont les droits et les facultés assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles. C'est vraiment, je trouve, la meilleure manière de résumer ces droits fondamentaux. Alors vous voyez qu'il y a quand même différents outils qui les consacrent, et depuis de longues années, moi je vais me concentrer sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux. Mais quand je dis qu'ils sont universels, on en a aux États-Unis, on en a en Afrique, on en a partout. Alors, est-ce qu'on peut limiter ou pas ces droits? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, ce matin. Est-ce qu'on peut restreindre ces droits? Et je vais vous dire que, par définition, on peut restreindre ces droits. Par nature, on doit restreindre ces droits. Tout simplement, et c'est déjà consacré dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, parce que quand on dit que notre liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, c'est par définition la tension qui existe entre les droits eux-mêmes. Les droits fondamentaux sont déjà en tension entre eux. Je donne un exemple tout simple. Ma liberté d'expression ne me permet pas d'aller raconter votre vie sur Facebook. Pourtant, il y a une liberté d'expression. Vous n'avez pas tout à fait envie que je raconte toute votre vie sur les réseaux sociaux, par ailleurs. Ça va là dans l'autre sens. Vous ne pouvez pas aller raconter toute ma vie sur Facebook ensuite. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ces droits fondamentaux sont toujours en tension par nature. Entre eux, mais aussi à l'égard des intérêts fondamentaux que les États vont devoir protéger. Donc, quand on doit protéger la santé publique, quand on doit protéger les consommateurs, quand on doit protéger les consommateurs de médias audiovisuels, quand on doit, voilà, au CSA c'est ce qu'on fait, on a toujours une tension, on a toujours un équilibre entre droit fondamental et les intérêts impérieux de l'État. Une restriction, c'est donc quelque chose de normal, on parlera de restriction ou de limitation. Une autre question est de savoir si on peut limiter ces droits fondamentaux. Alors, posons d'abord le cadre légal de la restriction. L'Europe économique a une disposition dans sa charte, la charte des droits fondamentaux de l'Europe, l'article 52, prévoit les modalités de restriction. Il faut que ces restrictions soient en tout cas légales. Elles doivent par ailleurs être légitimes, c'est-à-dire qu'elles doivent répondre à un objectif, une finalité, un pourquoi qui est légitime et qui rejoint les intérêts que l'État protège. Ensuite, ils doivent être proportionnés et nécessaires pour atteindre ces objectifs légitimes dont je vous parle. Ces trois conditions, on les retrouve presque mutatis mutandis dans les modalités qui sont mises en œuvre dans l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, on n'a pas un article spécifique qui reprend comme l'article 52 dans la Convention européenne des droits de l'homme. Vous voyez la différence, Convention européenne des droits de l'homme, la Grande Europe, Charte des droits fondamentaux, l'Europe économique. Donc, quand je suis donc ici au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, dont je rappelle par ailleurs que la Russie en faisait partie jusqu'avant la guerre en Ukraine. Donc, Convention européenne des droits de l'homme prévoit aussi des restrictions. Et j'ai pris l'exemple que j'aime assez bien de l'article 10, liberté d'expression. Et en fait, c'est en paragraphe 2 de chaque article que l'on retrouve les modalités de mise en œuvre. Et à nouveau, prévu dans la loi, mesures nécessaires. Et donc, on parle bien de restrictions d'ailleurs. Donc, vous voyez qu'en fait, on peut réduire, on peut limiter des droits. Tout autre est la question de savoir si on peut suspendre un droit. Suspendre, c'est une autre réalité. Suspendre, c'est de dire qu'un droit n'est pas plus du tout applicable, pas même un peu, pendant une durée dans le temps. Alors évidemment, que
tout le jeu est de comprendre si on est dans une suspension ou si on est dans une limitation. C'est pas toujours évident. D'accord? Eh bien, la suspension est a priori prévue, non pas dans la Charte des droits fondamentaux, mais il y a un mécanisme très propre dans la Convention des droits européens, donc la Grande Europe. C'est l'article 15 qui prévoit et qui a mis en œuvre ce qu'on appelle, pour moi, en réalité, la théorie d'état de nécessité, qui prévoit que dans des situations de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation, on peut suspendre temporairement les droits que la Convention européenne des droits de l'homme impose aux États. Souvenez-vous, l'effet vertical. Cette suspension, attention, elle doit répondre à des conditions, mais surtout, il faut une notification préalable au secrétariat général. Alors, savez-vous si des États membres ont procédé à cette notification dans le cadre de Covid? Il y en a eu quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. Pensez-vous que la Belgique a pensé notifier, considérant que... Voilà, donc je ne peux pas lever la main, j'ai compris que vous avez tous la réponse, c'est bon. Certains membres l'ont fait et assez étonnamment, il y a eu des recours, Covid, devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais aucun d'eux n'a véritablement mobilisé ou pas le fait qu'on aurait été dans une suspension pure et dure de nos droits. Et donc, en l'occurrence, on n'a même pas vu si ce régime au niveau Covid aurait dû ou pas être applicable. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que la Cour le regrette un petit peu parce qu'elle a eu un recours Covid récemment, en 2021. Et alors elle souligne dans une note qu'elle fait, on ne nous a pas posé la question de l'article 15, donc limite un peu à regret de ne pas pouvoir se prononcer là-dessus. Mais bon, c'est comme ça et elle n'a pas vocation à aller au-delà de ce qu'on lui demande. Donc on pourrait, dans ce cas-là, alors il faut survenance de circonstances graves, la guerre ou n'importe quel danger qui menace la vie de la nation. Et ensuite, il faut une nécessité absolue. Et alors, on ne peut pas pour autant ne pas respecter les autres règles, celles qui mettent en œuvre notamment l'état de droit, ou tout ce qui concerne donc le droit international et la hiérarchie des normes. Donc, ceci mis en place, il y a un contrôle, c'est pour ça qu'on notifie le secrétariat général du Conseil de l'Europe, il y a un contrôle qui est effectué pour voir si on est toujours dans l'état d'urgence et si on doit continuer à suspendre. Et c'est ça que la démocratie a mis en œuvre, c'est ce contrôle qu'assure le secrétariat. Alors en Belgique, est-ce qu'on peut restreindre? Oui, dans les mêmes conditions que je vous ai énoncées par ailleurs précédemment. Donc principe, vous allez les connaître par cœur, je suis sûre qu'on pourrait les chanter ensemble après. Principe de légitimité, légalité, donc légitimité, objectif légitime. L'égalité, c'est dans une loi au sens formel. Et proportionnalité. C'est facile, ça rime. Légitimité, légalité, proportionnalité. Donc, en Belgique, on peut aussi y procéder, mais est-ce qu'on peut suspendre nos droits fondamentaux? Alors, a priori, mais il y a encore débat. Vous savez, comme les juristes aiment faire des bouteilles à encre de tout, et ce sujet n'aura pas échappé aux juristes pendant la Covid, mais l'article 187 de la Constitution dit quand même clairement que la Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie. Or, nos droits fondamentaux sont dans la Constitution, au titre 2 de la Constitution, qui d'ailleurs s'appelle des Belges et leurs droits. Donc, la Constitution consacre nos droits fondamentaux, elle consacre l'équilibre entre nos droits et le régime des restrictions, et prévoit qu'elle ne peut jamais être suspendue. Donc, a priori, on a envie de dire qu'on a en réalité ce que le professeur Van Drogenbroek appelle une constitution de temps de paix. On appelle une constitution de temps de guerre. Mais voilà, certains auteurs estiment que ça ne s'applique pas à tout, ça ne s'applique pas aux droits fondamentaux, ça s'applique à une partie de la Constitution, pas l'autre, peu importe. Ce que moi je constate à titre personnel, c'est que pendant la gestion de la Covid, et quelque part même depuis lors, pendant les gestions des périodes d'exception, je constate que 1. Les rapports entre les assemblées législatives et les gouvernements ont été altérés. On est d'accord, on a eu un peu un pouvoir législateur qui s'est mis en pause pendant la Covid. Et les différents équilibres entre les différents pouvoirs ont été aussi remis, quelque part, ont été aussi altérés. Automatiquement, les droits ont donc été malmenés, particulièrement l'état de droit a été malmené au nom de l'état d'urgence, par définition. Plus que 10 minutes, j'aurais fini, je te promets. Et, merci, Raphaël. Et, du coup, les droits de l'homme aussi
ont été malmenés, assez logiquement. Et donc, je vous rappelle à nouveau, c'est pour en clôturer là et pour passer au point suivant, que donc, je vais laisser en tout cas les Audrey vous parler in concreto, salut les filles, vous parler in concreto de comment est-ce que la Belgique a géré ça. Je leur laisse voilà, toute la liberté. Le cadre est posé, c'est bon pour vous? Ça va? Vous savez, c'est parfait. Voilà, voilà. Donc, vous êtes maintenant tout à fait capable de comprendre tout ce qu'elles vont dire ensuite, même si elles parlent comme des avocates. Donc voilà, alors, en résumé, on peut limiter les libertés, d'accord? Ça doit être fondé sur une loi au sens large du terme, mais au sens formel. Donc loi, c'est loi fédérale, décret, ordonnance. Ça veut dire normalement pas arrêté royal, d'accord? Ni arrêté du gouvernement. Mais de temps en temps, j'ai vu qu'il y avait un congrès OpenVLD, hein. Peut-être qu'on peut... Je peux partir après là-bas si vous voulez. Non, je peux essayer quelque chose, hein, voilà. Alors, on ne peut évidemment pas se heurter au contenu des droits, au contenu essentiel d'un droit fondamental, sinon on est en suspension, hein, qu'on se comprenne bien. On doit le justifier par un intérêt général, c'est la légitimité, et ça doit rester quand même proportionné. Alors, proportionné par rapport à quoi? Mais notamment à... Bah oui, exactement. Mais notamment, et là les Audrey vous en parleront, parce que voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais tout simplement par rapport à la science et l'état des connaissances. Hein. Ce sont des outils qui vont pouvoir nous aider à vérifier quoi? La nécessité de la mise en œuvre d'une restriction, son efficacité, la subsidiarité, est-ce que j'aurais la possibilité par un moyen moins attentatoire aux droits fondamentaux, est-ce que je pourrais arriver au même résultat? Si c'est le cas, c'est pas proportionné. Et donc ces tests de subsidiarité, d'effectivité, eh bien c'est en se fondant sur la science qu'on va pouvoir les établir correctement, et les Audrey en parlent. Allez, nos libertés en 2023, parce qu'il faut quand même que je le dise, j'ai 5 minutes, c'est ça? Moins 3 Oh, merci, 8 minutes. Je vais être dans les délais. 2023, donc de liberté fondamentale. Alors moi, je vais vous parler d'un arrêt qui m'a j'ai envie de dire, touché en période Covid à l'époque, c'est celui sur la surveillance de masse. Parce que vous le savez que l'ère numérique, ben, c'est l'ère du traitement massif des données. Et donc, c'était assez amusant au moment où tous nos gouvernements prenaient toutes nos données dans ces Covid Safety Kits, dans tous ces outils informatiques de manière massive. Eh bien, on avait cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'appelle Big Brother. Alors, c'est une décision qui a été prise à l'occasion, suite aux révélations d'Edward Snowden. Vous connaissez Edward Snowden? Voilà, ancien agent des services d'intelligence américaine, qui est l'un des premiers lanceurs d'alerte, en fait, quelque part, j'ai envie de dire, de l'histoire des lanceurs d'alerte, et qui a révélé toute l'information qui était partagée vers les États-Unis. Et là, voilà que des journalistes et des associations des droits de l'homme anglais introduisent un recours parce qu'il y a eu des transferts de leurs données vers les États-Unis, et surtout, ils ont été surveillés de manière massive, évidemment, grâce aux technologies de l'information. Eh bien oui, à l'ère du big data, on peut, et c'est souvent d'ailleurs le cas, on va utiliser les données pour sortir de l'état d'urgence. On va utiliser l'informatique, l'outil IT, pour sortir de l'état d'urgence. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va utiliser des outils comme du data mining, du machine learning, donc de l'intelligence artificielle, et ça demande de la donnée pour faire des prédictions sur ce que vous feriez ou pas. Et donc, tout ça, ça va manger vos données à caractère personnel, et Jacques vous en parlera. Mais donc, des questions se posent réellement. Est-ce qu'on peut tout faire? Et aussi des questions concernant les algorithmes. Et ça, on en parlera sur les réseaux sociaux, juste dans le slide suivant. Que dit cet arrêt? C'est un arrêt d'abord assez intéressant parce qu'il dit que la surveillance de masse n'est pas interdite. Par contre, c'est bien une restriction à nos droits fondamentaux. Et donc, je m'excuse, voilà. Et donc, ça doit être encadré. Ça doit être encadré comment? Souvenez-vous, légitimité. Cette surveillance doit être légitime. Elle doit répondre à des intérêts. Donc si jamais on combat le terrorisme, nous dit l'arrêt, ok, on peut considérer que c'est légitime, nous dit l'arrêt. Et qu'est-ce que rajoute l'arrêt ensuite? C'est que le test de légalité et le test de proportionnalité, qu'il appelle de nécessité, sont regroupés en un seul. Tellement c'est important
tellement c'est important. Et il faut, du coup, qu'on prévoit dans la loi si et comment c'est nécessaire et comment ce régime va devoir se mettre en œuvre et comment il est proportionné. Donc, il y a une exigence complémentaire dans la légalité. Donc, on pousse quand même l'examen, pousse quand même un peu plus loin les exigences classiques que l'on connaît. Et on va vous dire que dans une société démocratique, ça doit être nécessaire à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Et là, on a une lecture stricte, et alors elle rajoute quelque chose de tout nouveau, que pour être certain que c'est le cas, et elle va s'inspirer du fameux RGPD, pour être certain que c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des garanties procédurales de bout en bout. De bout en bout, on va devoir dans chaque étape, j'aurai fini, on va pouvoir dans chaque étape devoir retrouver dans le cadre légal les circonstances dans lesquelles les communications sont interceptées, les procédures d'octroi et d'autorisation pour les interceptions, les procédures de suivi, de sélection, d'examen des éléments qui sont interceptés, les précautions à prendre, les communications éventuellement avec d'autres parties. Elle met 8 règles procédurales et la plus importante, d'après moi, c'est un contrôle indépendant. On doit pouvoir savoir, mais on doit pouvoir demander si, oui, on traite mes données, pourquoi et est-ce que c'était justifié. Sans ça, alors la surveillance de masse qui est licite devient illicite. Et donc on rajoute quand même, on est quand même quelque part protégé par nos droits fondamentaux. Alors en l'occurrence, la Cour avait considéré que c'était pas bien, il y avait violation. Et alors ce qui était intéressant dans cette décision, excusez-moi, c'est qu'il y avait violation, mais qu'il y avait aussi violation de l'article 8 et 10, donc vie privée, mais aussi, en l'occurrence pour les journalistes, les contenus de l'information qu'ils avaient au titre de leur droit, de leur liberté d'expression. Alors zoom vite, et j'en ai fini là sur l'avenir, sur les réseaux sociaux, parce que voilà, je ne peux pas ne pas en parler même 2 minutes 30. Quand Jacques nous parle de réseaux sociaux, de fake news, du syndrome de Dunning-Kruger, j'aime beaucoup ce syndrome. Hein. Moi, de temps en temps, je regarde les gens et dans ma tête, je me dis « Oh, Dunning-Kruger ». Donc, voilà. Et donc, quand ça arrive, il y a quand même, la liberté d'expression est quand même souvent en tension, en période d'urgence ou d'exception. Et d'ailleurs, je ne veux pas dire, mais en période de guerre, la fake news, enfin, que dire, je vais le dire autrement. En période de guerre, l'un des outils de guerre, c'est quand même la propagande. Hein. Et c'est dans les mains des États hein, que je me souviens, au cours de critique historique en droit, je ne sais pas si vous avez eu le même, on nous a expliqué que la guerre en Irak avait été lancée par une campagne publicitaire sur des soi-disant enfants morts dans les hôpitaux. Donc, là, a priori, ce n'était pas des platistes qui avaient lancé la fake news. Donc, voilà. Donc, la propagande, c'est un outil de guerre, hein, je le rappelle, et pas dans les mains des milliards de personnes sur les réseaux sociaux. Donc, je rappelle donc que la liberté d'expression autorise la fake news. Ça, c'est déjà aussi un truc à se mettre en... C'est-à-dire ça couvre pas la fake news, on va dire, ça dépend comment vous définissez la fake news, mais la fausse information. On peut donner des fausses informations. Et la liberté d'opinion autorise les platistes à dire et à penser que la Terre est plate. Et ça, il faut le reconnaître à tout le monde. Ensuite, il faut quand même reconnaître aussi que ça a des effets importants. Et pour contrer ces effets importants, et pour contrer ce qui se passe, eh bien, les solutions nous viennent de l'Europe. Et il y a beaucoup de solutions qui viennent de l'Europe. Et j'ai eu l'occasion d'en parler lors du drink avant. Vous ne vous rendez pas compte de la quantité de dispositions européennes qui sont en train de modifier votre vie de demain. Et il faut rester vigilant à ça. Mais donc, l'encadrement de cette liberté d'expression sur les réseaux sociaux, c'est la Digital Service Act qui est en train de la mettre en œuvre, en mettant en place, et elle a été votée, elle sera d'application en 2024, en mettant en place, quoi ça? Eh bien, une obligation de transparence et de due diligence dans le chef des plateformes, avec la possibilité de désigner des signaleurs de confiance. On pourra donc signaler des informations qu'on considère fausses aux signaleurs de confiance, qui vont faire des vérifications, et alors demander le retrait le cas échéant, une procédure de retrait, mais aussi une procédure, si nos informations ont été retirées indûment, de pouvoir justement avoir un recours, et un recours devant qui? Un recours devant le nouveau DSC, Digital Service Coordinator,
qui va être le nouveau régulateur des réseaux sociaux, c'est ce coordinateur qui va coordonner toutes les autorités de contrôle compétentes. Et donc, l'avenir va vers une régulation de ces réseaux, et donc une régulation aussi, ça il faut le dire, de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. J'ai dit et je vous remercie. Je vous laisse.